Dans Yu-Gi-Oh, les cartes pièges, ça a toujours été un type de carte très présent et très populaire. Ce sont des cartes qui sont parfois craintes car capables de retourner une situation à elles seules, parfois totalement inutiles car bien trop lentes pour suivre le rythme du jeu actuel. Parfois ça devient carrément des end-traps, je veux dire ça a des effets comme des monstres qui s'activeraient depuis la main. Et parfois les cartes pièges peuvent aussi se transformer en monstres et donc devenir un tout nouveau type de carte. Certains decks en ont même fait leur identité principale, je pense à Ellie, Argostar ou même le nouvel archétype lié à Odeon qui est sorti plus récemment. Mais dans les faits ça donne souvent des résultats assez confus, peu efficaces, voire carrément inutiles pour certains. Des cartes qui n'ont donc aucun réel impact ou qui se contentent de juste invoquer sans rien apporter au duel ni à aucune autre mécanique. On commence donc avec la moins pire de ce classement, avec le Dragster de l'espace. Visuellement déjà il a beaucoup attiré mon attention étant donné qu'il me fait penser à Formule Synchronique qui est une très bonne carte. La carte dit que vous pouvez donc l'invoquer spécialement comme un monstre à effet de type machine et synthoniseur, d'attribut feu, niveau 1 avec 0 d'attaque et 1800 de défense. Si la carte est invoquée de cette façon, les autres synthoniseurs que vous contrôlez ne peuvent ni être détruits au combat ni par des effets de carte de votre adversaire, tant que le Dragster de l'espace est dans la zone monstre. Alors la carte déjà c'est une carte monstre piège qui pourrait être sympa étant donné que c'est un synthoniseur de niveau 1. Mais c'est son seul réel avantage. Être un synthoniseur de niveau 1 d'accord, mais étant donné que c'est une carte piège, ça sous-entend que vous pourriez l'utiliser comme synthoniseur pendant le tour adverse pour faire une synchro pendant le tour adverse. Sauf que Dragster de l'espace n'est jamais utilisé dans ce sens-là. En faisant un peu de recherche, j'ai réussi à lui trouver une utilité puisque Dragster de l'espace protège vos synthoniseurs. Et on a des cartes comme les Assoel noirs qui sont des gros monstres avec beaucoup de statistiques, et eux ont pour effet que s'ils ont été invoqués avec un monstre aile noire, ils sont toujours traités comme synthoniseurs, ce qui fait donc qu'ils sont protégés par le Dragster de l'espace, et là ça rend son effet de protection intéressant. On arrive ensuite à la 9ème position avec deux cartes cette fois-ci, le Marais Miroitant et le Chat Quantique. Alors oui, j'ai bien mis deux cartes dans cette position du top, mais comparez l'effet des cartes. Je veux dire, c'est le même effet, la seule chose qui change, c'est l'attaque et la défense de la carte. Sinon, c'est le même texte mot pour mot. Ce qui est assez étrange, étant donné que les deux cartes n'ont visuellement rien à voir. Mais vu que c'est la même carte, elle n'est pas forcément meilleure qu'une autre, donc les deux sont à la même place de stop. La carte, ou plutôt les cartes, disent que vous pouvez l'activer, déclarer un type de monstre et un attribut, et vous invoquez spécialement cette carte comme un monstre qui a l'attribut et le type déclaré. Donc si vous dites par exemple un type dragon et terre, ce sera un dragon terre. Et ça peut être sympathique si vous avez un deck qui requiert un type et un attribut spécifique, mais étant donné que c'est des cartes pièges qui sont lentes et que ce sont des monstres normaux, donc ils sont traités comme tels, j'ai pas trouvé de stratégie dans lesquelles ces cartes seraient utiles. Si vous en connaissez une ou si vous avez déjà joué la carte, dites-le moi, mais en tout cas moi je n'ai rien trouvé de vraiment intéressant, ce qui fait donc que je l'ai placé à la 9ème position de ce classement. On passe déjà ensuite à la 8ème position avec l'éléphant Mimesis. Alors lui, vous allez voir que c'est la même chose que les cartes précédentes, mais à peu de choses près. Lui dit que vous pouvez l'invoquer spécialement comme un monstre bête terre de niveau 2 avec 2000 de défense. Et en effet rapide, vous pouvez cibler un monstre face recto et vous pouvez changer son type et son attribut. Alors ce qui fait que lui est en 8ème et que Marais Miroitant et Chat Quantique sont en 9ème, c'est le fait que l'éléphant Mimesis, contrairement à ces deux dernières, il permet de cibler n'importe quel monstre sur le terrain. Et en plus c'est un effet rapide, donc vous pouvez le faire pendant le tour adverse. Ce qui en fait donc une potentielle carte de contrôle, même si ça reste assez niche comme effet, mais vous allez voir que comparé au reste de cette liste, cet effet est vraiment très bon. Donc ça peut vraiment servir, je veux dire. J'aime bien prendre l'exemple encore une fois parce que c'est un exemple que je croise souvent, mais si vous avez l'éléphant Mimesis sur le terrain et que votre adversaire joue Finsmith, il pourra pas combo Finsmith. À la seconde où il va invoquer un Finsmith, vous allez instantanément changer son type, et quand vous allez changer son type, il va pas pouvoir faire de lien vu que ce ne seront pas des démons et ni des lumières. Donc encore une fois, ça peut être une très bonne carte de contrôle, c'est juste qu'elle est tellement niche et tellement spécifique qu'on ne la voit quand même jamais, ce qui fait qu'elle est quand même dans ce top. On arrive ensuite à la 7ème position de ce classement avec le Roi Machine moins 3000 avant Jésus-Christ. La carte s'invoque comme un monstre machine terre de niveau 4 avec 1000 d'attaque et 1000 de défense. Et son effet dit qu'une fois par tour, en main phase, vous pouvez sacrifier un monstre machine
et le roi machine gagnera une attaque égale à l'attaque que le monstre sacrifié avait. Alors, chose très importante à noter, c'est que l'attaque gagnée n'a pas de limite de tour. Moi au début je m'attendais à une carte qui dit vas-y prends la puissance d'un monstre jusqu'à la fin du tour, fais un gros coup avec et après ça disparaît. Mais là non, le roi machine il sacrifie un monstre, imaginons à 2000 d'attaque, ça fait donc qu'il va passer à 3000 et il va rester à 3000 et après il peut reprendre des monstres avec je sais pas 1000 d'attaque et gagner 1000 d'attaque à chaque fois, ce qui finalement peut faire un gros boss monster avec beaucoup de dégâts d'attaque. Si c'est bien setup, mais c'est méga lent et c'est vraiment pas joué même dans les decks Machine Terre finalement. En plus, il y a une restriction qui est assez relou qui dit que si vous le faites, vous ne pouvez pas invoquer normalement ni spécialement. Donc vraiment, si vous faites une mécanique autour du roi machine, ce sera le seul monstre présent sur votre terrain. Et c'est vraiment regrettable, du coup ça veut dire que vous invoquez, vous sacrifiez et après vous êtes bloqué pendant tout le reste du tour. C'est très lent et vraiment très niche comme effet, encore une fois. On arrive en 6ème position avec Fortin, la forteresse ambulante. Lui, il est possible que vous l'ayez déjà vu de nombreuses fois, et c'est normal, la carte est assez populaire. Elle a déjà eu plusieurs retrains, que je vous montre juste ici. Et c'est une carte emblématique qui apparaît dans certains duels, notamment le dernier duel de Yu-Gi-Oh! Duel Monsters, donc c'est un monstre que les gens ont pas mal retenu. Surtout qu'il fait partie de l'archétype Gadget, et l'archétype Gadget c'est un archétype globalement très apprécié. La carte s'invoque donc comme un monstre machine terre de niveau 4, avec 0 d'attaque et 2000 de défense. La carte gagne l'effet qui dit que tant que vous contrôlez gadgets vert, rouge et jaune, cette carte gagne alors 3000 d'attaque. Et c'est vraiment nul comme effet, parce que bon la carte gagne 3000 d'attaque mais uniquement si vous avez les 3 gadgets. C'est pas un gadget qui représente 1000 d'attaque, non, vous devez avoir les 3 et là elle gagne 3000. Si vous n'en avez que 2, elle reste à 0. On a ensuite en 5ème position l'unité de premier secours, qui dit que vous pouvez cibler un monstre normal dans le cimetière et l'ajouter à votre main. Ce qui est un bon effet, c'est une petite value qui est sympa pour les monstres normaux. La suite de l'effet dit donc que quand un monstre normal est détruit au combat, vous pouvez invoquer cette carte comme un monstre normal, guerrier terre de niveau 3 avec 1200 d'attaque et 400 de défense. Et si jamais vous vous interrogiez sur le type vraiment très spécifique de la carte avec ses statistiques d'attaque et de défense là, c'est tout simplement une référence au capitaine en maraude qui apparaît justement sur l'artwork de la carte. En dehors de ça, la carte ne sert qu'à invoquer un jeton neutre et à recycler un monstre normal du cimetière à la main. C'est une carte très moyenne et c'est pour ça qu'elle est en 5ème position finalement. On passe ensuite à la prochaine avec le réflecteur dimensionnel. La carte dit que vous devez l'activer en bannissant 2 monstres que vous contrôlez, puis seulement après vous pouvez cibler un monstre adverse. Vous invoquez alors le réflecteur dimensionnel comme un monstre avec les statistiques du monstre adverse. Puis vous infligez des dommages à votre adversaire égaux à l'attaque que le monstre avait. C'est-à-dire que c'est une sorte de cylindre magique mais qui s'invoque comme un monstre qui prend les caractéristiques du monstre. Alors ça pourrait être sympathique et même en soi juste cet effet là est assez fort. Mais ça demande de bannir 2 monstres que vous contrôlez pour seulement cibler un monstre adverse. C'est très lent et très spécifique comme effet. Bon, ça peut éventuellement servir à juste finir un adversaire qui a pas beaucoup de points de vie, ou à recréer un monstre alors que c'est la dernière ressource de l'adversaire et il aura donc du mal à la gérer. Mais en dehors de ces cas-là, la carte est vraiment coûteuse et pas très pratique dans les situations dans lesquelles elle pourrait être jouée malheureusement. Et c'est vraiment dommage parce que sans cette condition de bannir 2 monstres que l'on contrôle, la carte elle aurait pu être jouée dans beaucoup de decks burn ou dans certains decks contrôle d'une certaine époque de Yu-Gi-Oh! On arrive dans le top 3 avec le roi écarlate, qui dit que si Dragon Rouge Arc Démon que vous contrôlez combat, vous pouvez le rendre indestructible au combat, puis vous pouvez invoquer la carte Roi Écarlate comme un monstre synthoniseur niveau 1 démon avec 0 d'attaque et 0 de défense. Alors la carte déjà elle est hyper spécifique parce que ça demande Dragon Rouge Arc Démon, pas un monstre qui contient ça dans son nom, donc c'est précisément le Dragon Rouge Arc Démon de base, c'est uniquement quand il combat et ça le rend uniquement indestructible par ce combat. Uniquement. Et c'est tellement spécifique comme carte que la carte n'a jamais été jouée dans son deck. Et en plus de ça, elle s'invoque spécialement comme un monstre synthoniseur, sauf que dans le deck Dragon Rouge Arc Démon, on a déjà tous les diapasons qui font 100 fois le taf de cette carte et qui n'ont absolument pas besoin de s'invoquer de cette manière puisqu'ils s'invoquent très bien d'eux-mêmes.
Donc ça fait que le roi écarlate, c'est une carte complètement inutile, qui aurait pu être vraiment sympathique à utiliser, mais qui dans les faits ne sert vraiment à rien. Donc roi écarlate, c'est vraiment une carte totalement perdue. J'ai essayé de lui trouver des arguments et de pas la mettre aussi loin dans le top, mais ça a vraiment été difficile parce que la carte est vraiment nulle. On est ensuite déjà à la deuxième place de ce classement avec Statue du Maléfique, qui est une carte qu'on voit dans le premier épisode de Yu-Gi-Oh! GX, et c'est majoritairement pour ça que les gens la connaissent. La carte dit que si elle était posée et qu'elle se fait détruire, et donc envoyée au cimetière, vous pouvez invoquer spécialement un jeton nuisible qui est Démon Ténèbres niveau 4 avec 1000 d'attaque et 1000 de défense. Alors en soi, cette carte elle est pas si mauvaise quand on la voit comme ça, puisque le jeton nuisible il peut être utilisé par la suite. Rien ne mentionne qu'il ne peut pas être utilisé pour lien, pour fusion, pour synchro ou autre, donc vous pouvez le faire, et en soi ça c'est vraiment très cool et c'est le meilleur point positif de la carte. Non, ce qui fait qu'elle est si bas dans ce classement, c'est que déjà elle doit être posée et détruite et envoyée au cimetière, ce qui encore une fois fait beaucoup de conditions, tout ça pour juste invoquer un token niveau 4. Je veux dire, vous avez 100 000 moyens généralement dans vos decks d'invoquer un monstre de niveau 4 qui pourra vous servir plutôt que de jouer cette carte. Jouer cette carte c'est vraiment, j'allais dire la dernière solution, mais même pas, juste ne jouez pas cette carte. Alors petit fait amusant sur cette carte aussi, mais en la regardant de plus près, on voit bien l'œil rouge de la statue maléfique qui me fait penser à l'œil de Snake Eyes ou à l'œil de l'archétype œil maléfique justement. Et j'aime bien cette petite ref, surtout qu'on voit le monstre dans l'animé aussi, même si ça dure pas très longtemps parce qu'il se fait sacrifier très vite. Mais j'aime bien ce genre de petit style et ce genre de petit rapprochement. En fait dans ce genre de petite référence, ça me laisse espérer qu'un jour il y ait un retrain de la carte, et que justement ils utilisent ce petit rapport visuel pour en faire une carte d'un vrai archétype. Et j'aime bien quand ils font ça généralement, donc je voulais le mentionner surtout. Et on arrive donc à la première place de ce classement avec, attention, le signe de Tistina, let's go! Bon vraiment, en créant cette vidéo, je ne m'attendais pas à mettre une carte aussi récente en première place du classement. Et pourtant, la voilà, je l'ai trouvée, la pire trap monster, le signe de Tistina, qui est vraiment terrible. Alors pour elle, mes notes, pour cette carte, pour vous parler de cette carte, c'est juste Tistina. Voilà, parfois il en faut pas plus. L'archétype Tistina, j'en ai un peu parlé dans ma dernière vidéo, en parlant de l'archétype cendré, étant donné que les archétypes ont reçu un support en commun. Donc ça m'a permis d'aborder un petit peu le sujet, mais un jour je vous creuserai une vraie vidéo sur Tistina. Vraiment cet archétype il avait tout pour me plaire personnellement, avec l'esthétique rocheuse, minérale comme ça, mais il est vraiment terrible. Après je crache dessus, mais attention, le jour où il devient jouable, j'adorerai, je serai le plus heureux du monde. Vraiment ce genre d'archétype, moi quand ils reçoivent du support, je suis très content. Je ne déteste pas du tout ce deck, le jour où il est jouable, vous me verrez le jouer, c'est certain. Pour en revenir maintenant à la carte, le signe de Tistina, la carte dit que vous pouvez cibler un monstre face recto sur le terrain, vous invoquez alors cette carte comme un monstre aqua luminaire de niveau 10, avec 0 d'attaque et 0 de défense, et durant le tour adverse, lorsque le monstre ciblé quitte le terrain, vous détruisez cette carte, et si cette carte quitte le terrain, vous détruisez la cible, ce qui est vraiment nul. Je veux dire, même dans l'archétype Tistina c'est pas joué, c'est beaucoup trop spécifique, elle ne fait rien en elle-même, c'est un monstre avec 0 d'attaque et 0 de défense, ça dit juste que si le monstre ciblé quitte le terrain, vous détruisez le signe de Tistina, mais je veux dire, c'est logique, merci, et si le signe de Tistina quitte le terrain, vous détruisez la cible, ce qui est un effet ok, mais tout ça pour ça. Vous avez vraiment besoin d'invoquer un monstre de niveau 10 de l'archétype Tistina pour cibler une carte sur le terrain qui ne sera détruite uniquement que lorsque les signes de Tistina auront eux-mêmes quitté le terrain. Je veux dire, vous infligez pas ça, vous méritez mieux que ça, non ? Et on arrive donc comme ça à la fin de cette vidéo. Je me suis amusé à la faire cette vidéo, elle était vraiment cool. J'aime bien les cartes pièges qui ont pour effet de se transformer en monstres. Et pendant mes recherches, je suis vraiment tombé sur des cartes très spécifiques qui sont vraiment cool. Après, comme je vous ai dit en intro, toutes les cartes pièges qui deviennent des monstres ne sont pas nulles. Même techniquement, c'est sympa parce que c'est des flips que vous pouvez activer pendant le tour adverse et c'est super cool. Même si ils n'ont pas le mot-clé flip et donc si du support flip devait arriver, d'ailleurs je pense que ça va bientôt arriver avec l'archétype vaisseau là dont j'ai parlé dans un short.
N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à liker et à vous abonner si ça vous a plu. Aussi, si vous avez des cartes monstres pièges qui auraient pu et ne sont pas apparues dans la vidéo, que soit vous trouvez à chier, soit que vous avez joué, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, c'est toujours constructif et ça me fait toujours plaisir de vous lire. C'était Paradis Night, je vous retrouve avec plaisir pour la prochaine vidéo, à plus.